Pour éviter qu'on se blesse, et ben, le meilleur moyen, c'est quand même de les prévenir. Et nous avons quand même la chance de pouvoir parler très facilement avec la chaîne de commandement et justement de travailler sur la prévention de ces blessures, en particulier en termes de fatigue ou de surentraînement, de pouvoir avoir un droit de veto, ce qui permet souvent de prévenir un bon nombre de blessures. De même, dans la plongée, on a une expertise médecine hyperbare qui nous permet de donner des avis sur du matériel et notre avis est souvent pris en compte. Non, j'ai pas été blessé. Bonne étoile. J'ai eu la chance de jamais être blessé. Après, hors opération, les blessures, si chez nous ça arrive très souvent, mais c'est des blessures voilà, d'entraînement sportif, de surentraînement. Souvent ça peut arriver et j'y ai toujours échappé, heureusement. J'ai une bonne étoile. En opération, jamais. Par contre, à l'entraînement, oui. J'ai pris un éclat de mortier en pleine mâchoire, donc à 4 cm de la trachée, quoi, juste sur l'artère fémorale. Et ma main aussi, j'ai failli la perdre. On était en train de tester un mortier, un nouveau mortier. Bon, voilà, une mauvaise entente entre le pourvoyeur et le tireur, c'est-à-dire moi et mon camarade. Donc là, effectivement, là, très dur pour moi à me relever. Bon, pas pour la blessure, parce que ça s'est super bien passé. J'avais ce qu'il fallait pour me réparer. Maintenant, je suis blessé à l'entraînement, je ne suis pas blessé au combat. J'ai X missions déjà, je m'en sors toujours bien. Et là, à l'entraînement, sur une erreur, j'ai failli y rester. Vous voyez un peu compliqué ça aussi. Hein. Là, il m'a fallu du temps. Là, ouais. Là, j'ai eu mis 6 mois pour me remettre. Me remettre pas de ma blessure, ça a été hyper rapide parce qu'il y a des chirurgiens super bons. C'est compliqué là. Je répète encore, je suis blessé à l'entraînement, pas à la guerre, tout simplement. Moi, personnellement, blessé, oui, à l'entraînement, oui, plein de fois. Après un peu de rééducation, de convalescence, et encore, c'était très rare, on se remet droit. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai des blessures qui ne se voient pas. J'ai une hernie discale, je n'entends plus d'une oreille. Après toutes ces années, on ne s'en sort pas indemne. On a tous eu besoin d'aller se présenter devant le psychologue. Certains ne s'en sont pas remis. Aujourd'hui, beaucoup de commandos-marines souffrent de syndrome psychotraumatique. Malheureusement, on ne peut pas dire que ça guérisse. Ça se soigne. Voilà. Aujourd'hui, je fais des bonsaïs. Aujourd'hui, je parle aux arbres. Et croyez-moi, c'est une passion qui me va bien. Et c'est une façon justement de faire autre chose. Et de penser à autre chose. En réalité, comme on est sur le terrain avec nos gars, il s'instaure une vraie relation de confiance sur le quotidien, mais aussi être confronté aux mêmes situations de danger, aux mêmes situations opérationnelles, aux mêmes conditions de vie sur le terrain, parfois assez compliquées. Ça crée du lien, ça crée des liens qui sont très très forts. Ces liens-là, ils font qu'on peut gagner la confiance suffisamment de certains et que quand ils vont pas bien, au retour de la mission, parfois plusieurs mois après, eh ben, ils viennent nous voir et nous disent ah, Doc, ça va pas bien. Comme on leur fait des séances de sensibilisation, on leur explique la maladie, ce que c'est, quels sont ses principaux symptômes, ils sont capables de les reconnaître. Alors souvent, ils mettent du temps à s'avouer qu'ils les ont reconnus, mais ils les reconnaissent quand même. Et quand ils sont prêts à se faire soigner ou quand ils ont suffisamment besoin ou trop besoin, eh ben, ils finissent par venir nous voir. Et ça, c'est déjà quelque chose de fondamental. Pour un soldat, dire chef ou doc, je me sens pas bien dans ma tête, j'ai plus envie de partir, c'est quelque chose qui n'est pas très simple. Le premier diagnostic, nous le faisons, ensuite on le fait confirmer par des psychiatres, et ensuite on se met dans une chaîne de soins tout à fait normale, à laquelle on essaie un petit peu d'adapter les spécificités de nos gars, qui sont souvent un peu plus exigeants, qui veulent aller plus vite, qui n'ont pas envie d'attendre. L'objectif étant, finalement, si c'est possible, qu'ils aillent mieux et qu'ils puissent revenir faire leur métier, parce qu'en fait, c'est un métier qui les passionne. Ils sont toujours très angoissés à l'idée de ne plus pouvoir le faire parce que ça ne va pas bien, parce qu'ils se blessent, parce qu'ils auront un stress post-traumatique.
Et c'est parce qu'on arrive à en remettre dans le cycle des opérations, ben, finalement ça donne confiance aux autres qui veulent bien venir. Et donc ça permet de les soigner. Une des premières mesures qui a été prise, ça a été de dire bah, finalement une blessure psychique, c'est une blessure de guerre. Donc on homologue les blessures psychiques comme des blessures de guerre. Et ça fait partie finalement de la prise en charge de ce type de maladie, puisque la prise en charge n'est pas simplement médicale, elle est évidemment médicale, mais elle est aussi institutionnelle. Hein. Donc être reconnu comme un blessé de guerre, avoir les pensions qui vont avec, le degré d'invalidité qui est évalué, avoir le droit de porter la médaille des blessés. Donc finalement c'était la première chose à faire, je pense. C'est-à-dire que ça, même si ça peut paraître anodin ou peut-être un petit peu décalé, en réalité, ça a un effet majeur, c'est-à-dire que le système reconnaît la souffrance de celui qui souffre. On sait qu'on peut faire un PTSD alors qu'on a déjà une grosse expérience opérationnelle et avoir déjà vécu plein de situations difficiles. Et c'est sur une situation particulière que les choses peuvent que le trauma psychique peut arriver. Finalement, les gens ont changé, l'institution a pris conscience de ce problème-là, et ensuite le service de santé, évidemment, a bien formé ses personnels pour être capable de le dépister, pour être capable de le soigner. Et donc finalement, toute la chaîne des soignants, mais aussi des militaires, est au courant, est bien informée sur cette maladie. Et c'est vraiment ça qui a principalement changé. Puis après, les traitements, les prises en charge, elles évoluent au gré de la science. Mais il n'y a pas de révolution dans la prise en charge elle-même. En revanche, je pense qu'il y a une vraie révolution dans la prise de conscience. C'est l'intégration, c'est la connaissance de notre milieu, c'est la connaissance des gens, et puis c'est le fait d'être connu aussi de nos commandos, qui fait qu'à la fin, on va réussir peut-être à aborder le sujet une fois, puis ça ne va pas forcément marcher, puis une deuxième, et puis au bout d'un moment, il peut venir. Et puis un autre élément fondamental qu'amènent souvent les gars, enfin en tout cas dans mon expérience clinique personnelle, qui a souvent permis à des blessés psychiques de venir me voir. Un commando qui a déjà été soigné et qui va mieux, il se rend bien compte que son copain ne va pas bien. Ça a été assez fréquent que des commandos soignés m'en emmènent d'autres parce qu'ils avaient repéré chez leurs camarades des signes qui pouvaient faire penser à cette maladie. La cellule ARCOS, c'est l'augmentation des ressources et des compétences humaines opérationnelles. C'est ce que veut dire l'acronyme ARCOS. En 2016, quand j'ai dû créer l'Académie des forces spéciales, j'avais besoin de trouver des sujets phares qui attirent les gens et qui arrivent vraiment à traiter des problématiques du régiment des forces spéciales terre. On a pas mal de syndromes post-traumatiques et notre matériel majeur, c'est l'homme. Voilà. Donc on ne peut pas se permettre de gaspiller cette ressource humaine. Donc notre réflexion est partie sur comment je peux préparer de façon opérationnelle mes équipiers à absorber des chocs émotionnels très violents, qu'ils soient au travail ou dans la vie privée. On a commencé à travailler d'abord sur le domaine de la fatigue. La fatigue, c'est un facteur aggravant de tout ce qui est perte psy, que ce soit le burn-out, les syndromes post-traumatiques ou ce qu'on appelle l'usure opérationnelle. L'usure opérationnelle, c'est ni plus ni moins le calcul de chacun d'entre nous, à savoir est-ce que mon métier m'apporte plus qu'il ne me coûte? Est-ce que je reste ou est-ce que je pars? En début de carrière, vous êtes tous très motivés par ce que vous faites, c'est nouveau. Parfois, vous ne comprenez pas bien le risque que vous prenez. Au bout d'un certain nombre d'opérations, ce risque, il se répète et vous comprenez un peu mieux les contraintes du métier de militaire. L'autre problème qu'on a, c'est la frustration et la considération. On va beaucoup travailler tout ce qui est lâcher prise et des exercices de respiration pour que la personne absorbe des chocs émotionnels et puisse les supporter. On a aussi beaucoup travaillé sur tout ce qui est gestion du stress. Comment, dans une phase de stress intense, j'arrive à faire redescendre mon cœur pour avoir la pleine compétence de mes moyens. Donc après, nous sommes aussi partis sur le module de communication, parce qu'on constate qu'aujourd'hui, tout va très très vite. On a peu de temps de se soucier du voisin. Aujourd'hui, sur la plupart de nos théâtres d'opération, les gens ont un Wi-Fi. Quand ils sont libres, ils vont souvent s'isoler dans leur box, et ils vont soit parler à leur famille, soit regarder des vidéos, mais il y a beaucoup moins d'échanges que c'était le cas il y a 20 ans. Donc on reprend cette module de communication et de gestion de groupe pour réapprendre aux gens la nécessité de communiquer et de traiter toutes les difficultés immédiatement. Donc on a fait des séminaires avant projection. On a invité les conjoints.
Donc pendant 3 jours, on met les gens dans un hôtel, sans enfants. Ça permet d'ailleurs aux couples de se retrouver. Et on va leur parler, aux deux, de la fatigue, la gestion du stress, la gestion des émotions, la communication. Parce que les épouses, pendant qu'on n'est pas là, elles ont elles aussi leur part de fatigue, leur part de gestion du stress, parce qu'elles suivent BFM, regardez s'il n'y a pas une catastrophe sur un théâtre d'opération. À un moment donné, on envoie les épouses faire une thalasso, pour qu'elles aient un petit moment entre elles. Et les garçons, pendant ce temps, on va leur parler plutôt de la blessure et de la mort au combat, qui sont 2 sujets importants. Les gens veulent bien mourir pour la patrie. Leur crainte, c'est aujourd'hui d'être handicapé. Blessé en opération aujourd'hui, ça veut dire un handicap lourd derrière à gérer. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup moins admissible pour eux. Arcos a vocation à intervenir dans toutes les formations de cursus. À partir du moment où le garçon va s'engager, on va commencer à lui apprendre à gérer son stress et sa fatigue et les éléments de communication. Et après, pendant toute sa carrière, il va avoir des rappels sur ces modules. Pendant la mission, il y aura un référent Arcos qui est là. Ça fait plusieurs années que je participe au colloque sur le soldat augmenté. Moi, ce qui m'a choqué sur les premières fois, c'est qu'on ne parlait de soldat augmenté que par la chimie et la technologie. Nous, aujourd'hui, on veut parler d'un soldat augmenté uniquement par le facteur humain. On est intimement convaincu que plus vous mettez de technologie, plus vous avez besoin de mettre d'humain et de sens. Parce que si le garçon se réfugie uniquement sur ses capacités technologiques, vous allez faire ce qu'un psychiatre appelait un phénomène de Capitaine America. Il va se sentir invincible, mais le jour où il aura un accroc, il va s'effondrer. C'est des outils qu'on aurait tous aimé avoir quand on a commencé. Et je pense que si nos anciens du Rwanda l'avaient eu, certains ne seraient pas partis derrière en dépression. On est très peu préparé à ça. On ne vous prépare pas à gérer des émotions intenses, parce que tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne savez pas ce que c'est. Voilà, donc nous on espère qu'effectivement les plus jeunes arriveront à gérer ces sujets-là un peu plus facilement que nous, parce qu'ils sont sûrement plus exposés que nous à notre époque. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'engagement de feu que c'était le cas il y a 20 ans. Vous avez des équipiers à Bayonne qui arrivent à leur 100e action de feu. Donc, c'est pas anodin. À chaque fois, vous pouvez donner la mort, mais vous pouvez aussi la recevoir. Donc ça, c'est des pics d'adrénaline et des chutes d'adrénaline derrière qu'il faut gérer. Il faut le vivre, en fait, il faut le comprendre. Certains de nos gars, en fait, des années plus tard ou juste après des missions, déclarent des syndromes post-traumatiques parce qu'en fait, on n'est jamais préparé à certaines choses. C'est le mental. Le mental, à un moment, on ne le prépare pas. On est ce qu'on est. On a nos limites mentales. Et dans des opérations, avec... des fois, on voit beaucoup de choses. Enfin, voilà, des morts, il y a tout. Enfin, alors, il y en a qui supportent, il y en a qui ne supportent pas, il y en a qui supportent un moment et après... avec les années qui déclenchent des problèmes post-traumatiques, voilà. Mais c'est logique. Mais tout ça, on le découvre quand on travaille dedans pendant des années. On ne rentre pas en se disant « oui, c'est vrai, il y avait ça, c'est pas vrai ». Donc c'est bien si les jeunes l'entendent, qu'ils y réfléchissent.